L'avenir de la bande de Gaza, quel est-il? Quelle suite a donné au cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas? On en parle avec Sonia Ghazali depuis Washington pour France 24 et Justin Weiss, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Bonsoir à tous les deux. C'était donc tout l'objectif du sommet pour la paix qui se tenait à Sharm el-Sheikh en Égypte. Sur place, une vingtaine de chefs d'État, dont Donald Trump, le président américain qui, avec les dirigeants égyptiens, qataris et turcs, ont signé un document censé établir les jalons du processus de paix. Les détails ne sont pas connus. Le locataire de la Maison-Blanche qui se voit d'ores et déjà faiseur de paix. Tout le monde disait que c'était impossible et enfin nous avons la paix au Moyen-Orient. Après des années de souffrance et de sang versé, la guerre à Gaza est terminée. L'aide humanitaire arrive désormais en masse, avec notamment des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d'autres fournitures, dont une grande partie est payée par les personnes présentes dans cette salle. Sonia Ghazali, on l'a entendu, Donald Trump se voit faiseur de paix. C'est sans conteste le plus gros succès diplomatique de son deuxième mandat. Oui, on peut le dire, hein, Donald Trump vient vraiment de marquer un point majeur sur la scène internationale. Aucun chef d'État n'était parvenu à faire cela avant lui, et il l'a d'ailleurs répété plusieurs fois. On l'a vu arriver un héros à Tel Aviv, pareil à Sharm el-Sheikh. Moi, je fais des deals, c'est tout ce que je fais, c'est ce qu'il a dit aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, avec qui il co-préside le sommet de la paix. Et on l'a entendu dire dans l'extrait que vous avez passé, c'est la paix au Moyen-Orient. Il a insisté, on a l'impression que la paix est scellée. À entendre Donald Trump, tout est fait, et tout cela, c'est grâce à lui. Selon lui, c'est en tout cas le ton qu'il a donné à son discours à la Knesset, celui d'un homme qui revendique la victoire. Et c'était d'ailleurs un discours à la fois solennel et un discours très personnel que Donald Trump a prononcé devant le Parlement israélien. Il a utilisé d'ailleurs des grandes formules. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, c'est la fin de l'ère de la terreur et de la mort, avec un ton presque messianique. On comprend très bien que Donald Trump cherche vraiment à ancrer, comme vous le disiez, cette image de faiseur de paix sur laquelle il ne cesse d'insister depuis le début de son mandat. Jusqu'à ce week-end, il clamait à toute occasion avoir mis fin à cette guerre et qu'il méritait pour cela le prix Nobel de la paix. On l'a entendu à plusieurs reprises le clamer. Et avec ce plan de paix pour Gaza, si on écoute le président américain, il aurait mis fin à 8 conflits à ce jour. Et ce 8e conflit est un très vieux conflit, comme il aime le répéter. Donc le défi, la taille de la tâche est encore plus immense. Et il insiste dessus avec son style. Il mêle la flatterie, la provocation et l'improvisation. Il est en fait lui-même. Et il s'est posé à Tel Aviv comme à Sharm el-Sheikh, comme médiateur régional. C'était d'ailleurs une mise en scène totale après le chaos, la réconciliation. Et c'est lui qui apporte cette paix. Il ressort clairement avec l'image de l'homme fort qui replace en fait les États-Unis au centre du jeu mondial. Et c'est clairement une victoire pour lui. Justin Weiss, est-ce que Donald Trump échoue réellement là où tout le monde réussit, là où tout le monde a échoué jusqu'ici? Est-ce que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour le Moyen-Orient, comme même à le dire le président des États-Unis? Je suis désolé d'être un petit peu moins optimiste, mais si Trump est le seul chef d'État à avoir imposé un cessez-le-feu, c'est parce qu'il était le seul chef d'État à pouvoir imposer un cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'il faut toujours mesurer en politique les accomplissements avec les moyens dont on dispose. Personne d'autre ne disposait de la puissance américaine. Les États-Unis ont tout de même fourni l'essentiel des armes qui ont servi à Israël à conduire cette guerre. Donc il était normal qu'ils aient sur Israël une influence qu'aucun autre chef d'État n'avait. Donc je crois qu'il faut, il faut quand même prendre un pas de recul. Il faut se réjouir énormément de ce cessez-le-feu, c'est une bonne nouvelle. Les négociateurs américains, et en particulier Steve Witkoff et Jared Kushner, ont fait un bon travail, certes, mais enfin, tout de même, ce deal, d'abord, aurait dû être fait bien avant. Dès mars 2025, on avait déjà les conditions politiques de ce deal. C'est Netanyahou qui a voulu prolonger la guerre. Et ensuite, le Hamas avait de moins en moins d'otages en vie, qui valaient de moins en moins. Et donc, il y avait un moment où ils allaient cesser. Donc il faut aussi prendre tout ça avec un grain de sel et ne pas trop tomber dans l'adulation de Trump. C'est très bien ce qu'il a fait, c'est formidable. On en est tous très réjouis. Mais enfin,
voilà, c'est lui qui pouvait le faire. Et quant à une nouvelle ère au Moyen-Orient, je le souhaite très ardemment. Évidemment, ce serait formidable. Et il y a eu plusieurs images, dont celle que nous voyons exactement maintenant, lorsque Emmanuel Macron amène Mahmoud Abbas littéralement devant Donald Trump pour les forcer en quelque sorte à se serrer la main. Ça, ce sont des images très positives parce que toute la fin du plan de Donald Trump, du plan en 20 points, concerne cette question-là, c'est-à-dire l'avenir. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un cessez-le-feu, mais maintenant il faut une paix durable. Et la paix durable, elle viendra si on trouve le chemin des deux États, d'une solution à deux États. Et pour ça, il faudra que l'autorité palestinienne fasse partie de l'équation, et elle était à peine reconnue dans le plan de Trump. Là, il semble reconnaître son importance. Il faudra aussi désarmer le Hamas. Or, le Hamas a repris le contrôle d'une partie de Gaza déjà. Ils sont sortis des tunnels, et c'est tout de même une mauvaise nouvelle. Donc, malheureusement, moi, je veux croire à ce chemin de la paix, mais tous les obstacles ne sont pas abolis. Précisément sur le désarmement du Hamas, est-ce que cet accord a vu le jour aussi grâce ou à cause de l'affaiblissement du Hamas cet accord qui prévoit qu'il soit désarmé, mais la question c'est de savoir comment et aussi le rôle que va accepter de jouer désormais dans la bande de Gaza le Hamas. Oui, c'est une des nombreuses questions qui se posent pour la suite. Ce qui est très troublant, c'est de voir comment les hommes du Hamas sont ressortis dans les rues de Gaza et ont réaffirmé leur pouvoir sur la population après 2 années de guerre. C'est-à-dire après avoir détruit l'essentiel, 90% de Gaza, avoir déplacé sa population et avoir mené cette politique qui a conduit pendant plusieurs mois à la famine, eh ben, le Hamas n'a pas disparu. Il est évidemment très affaibli, mais enfin, on voit les images ici et on voit la réalité sur le terrain. C'est toujours une réalité politique avec laquelle il va falloir composer. Et donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça jette une lumière rétrospective sur cette guerre qui, de toute façon, ça explique aussi pourquoi Trump a réussi à faire ce cessez-le-feu. De toute façon, le moyen employé, cette guerre de destruction de Gaza, ne suffisait pas à venir à bout du Hamas. C'est une très mauvaise nouvelle, mais ça veut dire aussi que les moyens n'étaient pas adaptés aux fins et qu'il y a eu sans doute beaucoup de souffrances de Gaza qui auraient pu être évitées depuis longtemps. Sonia Ghazali, Justin Weiss évoquait cette photo, enfin en tout cas cette image. C'est l'une des séquences diplomatiques autour de laquelle a gravité Donald Trump aujourd'hui, cette présence de Donald Trump et de Mahmoud Abbas qui se serrent la main. Est-ce que c'est un succès de manière générale, cette journée dont peut s'enorgueillir Donald Trump auprès de son électorat, mais auprès de la société américaine de manière générale ? Écoutez, ici, on voit vraiment un mélange en fait entre l'admiration et la méfiance, puisque dans le camp républicain, on parle déjà du président de la paix. Le sénateur Bill Cassidy a par exemple tweeté après plus de 2 ans, les otages rentrent chez eux et cela ne serait pas arrivé sans Donald Trump. Certains de ses alliés évoquent même un prix Nobel de la paix, comme l'a fait d'ailleurs à Sharm el-Sheikh le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui en prenant la parole aux côtés du président américain, l'a remercié à plusieurs reprises, l'a félicité en réitérant qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Mais on ressent en tout cas quand même clairement ici aux États-Unis la polarisation. On en parle d'ailleurs beaucoup depuis que Trump a été investi. Et c'est intéressant d'ailleurs de regarder le traitement dans les médias américains, puisque sur la chaîne ABC, par exemple, l'ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, a déclaré on ne peut pas ne pas aimer sa méthode, mais il faut lui reconnaître le mérite d'avoir fait taire les armes et rouvert le dialogue. Et puis ce dimanche, Jake Sullivan, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a déclaré, lui, sur CNN, bien sûr que Donald Trump mérite cette reconnaissance. Un double témoignage rare qui est venu de 2 anciens piliers de l'ère Obama-Biden. Même ses adversaires politiques admettent sur ce coup-là que Trump a gagné en fait le crédit. Mais à Washington, certains diplomates sont beaucoup plus prudents. Pour eux, c'est un coup d'éclat, pas encore une stratégie. Le département d'État souligne d'ailleurs que le cessez-le-feu reste fragile et que la question palestinienne demeure entière. Les démocrates, eux, dénoncent une opération d'image, une diplomatie
de la caméra, disent-ils, et ils pointent une tonalité trop pro-israélienne et cette fameuse demande de grâce qui a été faite par Donald Trump à la Knesset en faveur de Netanyahou, hein, afin qu'il soit gracié. Et cela est perçu ici comme une ingérence maladroite dans la justice d'un autre pays. Et puis sur les réseaux sociaux américains, la polarisation est totale. Les partisans de Trump voient un moment historique, tandis que ses opposants ironisent sur un show de paix sans plan de paix. Mais une chose est sûre, Trump a quand même repris la lumière en politique comme en diplomatie. Il sait que l'image précède toujours la réalité. Et puis aujourd'hui, cette image-là, celle du faiseur de paix, elle est déjà en train de tourner en boucle sur toutes les chaînes de télévision américaines. Justin Vaïs, sur l'une des questions qui reste en suspens avec ce plan, c'est l'avenir d'une solution d'un État palestinien et donc, a fortiori, d'une solution à deux États. On a un président égyptien, Al-Sisi, qui semble plutôt confiant sur l'idée que les jalons sont posés. Mais au-delà de ça, comment l'envisager alors que dans le plan même de Donald Trump, il n'est pas question d'un État palestinien et qu'il n'est même pas question de la Cisjordanie ? Alors, il n'est pas question de la Cisjordanie. En revanche, si, il est mentionné dans les deux derniers points, 19 et 20, cet horizon d'un État palestinien. Et c'est très important. Et d'ailleurs, le plan n'aurait pas existé sans cette mention, tout simplement parce que les États arabes qui l'ont négocié avec Trump autour du 26-27 septembre dernier en ont fait une ligne rouge. Et que c'est la raison pour laquelle il est mentionné de façon malheureusement très vague, c'est ce chemin vers un État palestinien et donc sous-entendu une solution à deux États. Mais c'est évidemment là que le bas blesse, c'est-à-dire c'est le caractère extrêmement vague de cette perspective-là par rapport au caractère très précis de tous les points du plan Trump qui précède, notamment, on l'a vu, pour la libération des otages. Et donc, tout l'enjeu diplomatique maintenant, et c'est ça qu'on fera notamment au Forum de Paris sur la paix fin octobre, dans 2 semaines, les 29 et 30, c'est d'essayer d'être sûr que la paix succède au cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on parvient à la fois à rassembler les Palestiniens pour qu'ils présentent un front uni, et notamment que ne soit pas, disons, découplée la Cisjordanie et Gaza, et surtout que les Américains et les Israéliens laissent ce chemin vers un État palestinien se faire. Moi, j'ai la conviction que ça ne se fera pas avant que Netanyahou quitte le pouvoir, mais il y a beaucoup d'étapes avant cela qu'on peut aider à avancer. Et évidemment, si Trump veut son prix Nobel, alors c'est raté pour cette année, mais s'il le veut pour 2026, il ne suffira pas d'un cessez-le-feu, il faudra une paix. Et pour une paix, il faudra en passer par une solution à deux États. C'est ce que souhaite, c'est tout le sens de la diplomatie franco-saoudienne, de toute la déclaration de New York et de tout l'effort de la diplomatie française depuis plusieurs mois, qui a eu un vrai impact sur toutes ces questions et qui offre, au fond, la seule porte de paix durable possible à Trump. Merci beaucoup, Justin Vaïs, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Merci également à vous, Sonia Ghazali, correspondante France 24 à Washington.